un grand plaisir d'accueillir Jean Séhard, que j'espère vous connaissez tous, finalement qu'on ne devrait pas présenter, mais que je vais tout de même présenter, puisque c'est son grand retour à Créteil, où il a enseigné pendant 23 ans, avant de partir chez la sœur ennemie Nanterre. Mais donc il revient avec plaisir, j'imagine, et Jean Séhard a édité, commenté infatigablement la littérature de la Renaissance. Il est l'éditeur de Montaigne, de Ronsard, de Pontus de Thiers, entre autres, pour Rabelais, du tiers-livre, en 1994-95, dans une édition qui fait référence. Et je passe, parce que sinon, finalement, on pourrait faire un colloque sur l'œuvre de Jean Séhard, mais pour aller vite, vous devez connaître au moins un ou deux sur le Gargantua de ces articles sur la dette de Rabelais, la dette que Rabelais a envers le roman de chevalerie et la matière épique. J'avais une recommandation de lecture dans l'œuvre profuse de Jean Séhard pour le Gargantua, ce serait certainement ces trois articles qu'il a publiés sur Rabelais, le roman de chevalerie et la matière épique dans les années 80. Et aujourd'hui, dans la mesure où je crois qu'il est en plein accomplissement de l'édition des œuvres d'Ambroise Paré, il a proposé de nous parler de la médecine dans Gargantua. Et je lui donne la parole avec grand plaisir. Merci encore, Jean. Comme je le disais tout à l'heure à Romain, en passant de Créteil à Nanterre, je n'ai pas eu le sentiment d'être dépaysé. Nous sommes dans le bâtiment I2 et je suis arrivé là-bas dans l'amphi des primes. Vous voyez la suite des idées. Bien. Alors, impossible de considérer en une demi-heure tous les passages du Gargantua qui sollicitent un savoir médical. C'est par exemple le cas du chapitre 6, comment Gargantua naquit en façon bien étrange, qui joue de façon très complexe avec tout un savoir anatomique et physiologique. Mais comme il y aura bientôt à votre disposition un article très approfondi de Romain Ménini sur la question, je l'ai laissé complètement de côté. Je m'arrêterai plutôt à un ensemble de chapitres qui n'est que pauvrement compris si les notions médicales mises en œuvre ne sont pas éclaircies. L'enseignement secondaire porte un grand intérêt aux textes relatifs à l'éducation et les chapitres de Gargantua qui racontent celle du jeune géant sont un objet d'étude souvent proposé. Voyez sur Internet les très nombreux commentaires proposés sur la toile, souvent contre paiement. J'ai eu le malheur d'en acheter un et vraiment j'ai perdu mon argent, car ils sont à peu près tous indigents. Alors je voudrais moi soumettre ces chapitres à l'éclairage du savoir médical en m'appuyant sur un certain nombre d'ouvrages du XVIe siècle qui ne sont certainement pas des sources de Rabelais, mais qui, d'une certaine manière, montrent la communauté de pensée des médecins du XVIe siècle. L'introduction à la chirurgie d'Ambroise Paré, qui est citée dans le numéro 2 de l'exemplier, les œuvres du médecin Nicolas Abraham de la Framboisière, citées dans le numéro 3, ou encore cité dans la bibliographie, alors cette fois à la fin de l'exemplier, le régime de santé de l'école de Salerne, car l'école de Salerne, qui au XIe, XIIe siècle a écrit un régime de santé, l'a vu diffusé de façon extraordinaire à travers toute l'Europe et commenté encore jusqu'au XVIIe siècle. En voici un exemplaire. Alors je rappelle rapidement la composition de l'épisode qui oppose deux institutions en 2 volets et 4 chapitres. Les chapitres 21 et 22 racontent l'étude de Gargantua selon la discipline de ses précepteurs sophistes et énumèrent les jeux qui suivent le repas. Les chapitres 23 et 24 rapportent comment Gargantua fut institué par Ponocrates en telle discipline qu'il ne perdait heure du jour, puis, de manière assez curieuse, il faudra qu'on s'y arrête, comment Gargantua employait le temps quand l'air était pluvieux. On ne peut guère ne pas remarquer la place qui est faite aux soins du corps, mais on ne les entend que médiocrement si on ne les rapporte pas à la discipline médicale de la diététique, à proprement parler. Au reste, dans l'édition originale, et dans celle de 1535, le chapitre 21 s'intitulait « L'étude et diète » de Gargantua. Le mot diète que nous traduisons par régime est un peu trompeur. Régime pour nous, quand quelqu'un vous dit « je fais un régime », vous dit ce qu'il mange et ce qu'il boit. Alors que la diète au XVIe siècle est beaucoup plus large, comme je vais vous l'expliquer. La suppression du terme de diète dans ce titre ne signifie nullement un renoncement à ce thème. Il est présent au chapitre 22, où Ponocrates lui remontrait que c'était mauvaise diète
ainsi boire après dormir, et il est traduit au chapitre 23 par manière de vivre, qui à mon avis est la bonne traduction du mot diète pour éviter les équivoques modernes, avant d'être à nouveau employé, la vraie diète prescrite par l'art de bonne et sûre médecine. On voit donc bien que c'est à cette discipline de la diététique qu'il faut se reporter. Or, le champ de la diététique est à la naissance beaucoup plus large que le mot ne le laisse entendre aujourd'hui. Depuis Avicenne, la diététique embrasse 6 considérations, celles des 6 choses non naturelles, comme on dit, pour les distinguer des choses naturelles, c'est-à-dire les fonctions, les humeurs du corps, etc., et des choses contre nature, les causes des maladies. On les dit encore neutres ou indifférentes, car, comme écrit Ambroise Paré dans son introduction à la chirurgie, si elles sont dûment appliquées, elles apportent santé, au contraire, si elles sont mal administrées. Donc neutres ou indifférentes ou non naturelles. Ces 6 choses, ce sont l'air, le boire et le manger, le sommeil et la veille, le mouvement et le repos, les évacuations et les passions de l'âme. Ces 6 choses non naturelles ou neutres obéissent à un ensemble de règles communes, mais elles doivent aussi tenir compte d'un certain nombre de variables bien indiquées par Nicolas Abraham de la Framboisière, qui, notons-le, dans un corps de médecine de près de 1000 pages, commence par en consacrer une centaine à la diététique, en soulignant qu'elle sera expliquée en premier lieu parce que la santé vient avant la maladie, c'est ainsi que je traduis quia sanitas morbo prior, ce qui en latin veut signifier à la fois est supérieur à la maladie, l'emporte sur la maladie, ou simplement la précède, bien devant. Alors après un premier livre qui définit les 6 choses en question, il explique comment il faut diversifier le régime selon la variété des complexions, c'est le livre 2, comment les dames se doivent gouverner en leur vivre pour conserver leur beauté, c'est le livre 3, comment il faut varier la manière de vivre selon la variété des âges, livre 4, qu'on se doit diversement gouverner en son vivre selon la diversité des pays, livre 5, comment il faut diversifier la manière de vivre selon la diversité des saisons, livre 6. Et il ajoutera même plus tard un petit traité pour la conservation de la santé contre les injures du temps, où il traitera de la manière de varier son habillement. On vient de le voir, la première variable est celle de la complexion ou tempérament. Comme tous les mixtes, les corps composés, les êtres composés, le corps humain comprend en lui les 4 qualités élémentaires, le chaud et le froid, le sec et l'humide, dans une proportion qui varie selon les individus et qui précisément définit le tempérament. Tempéré, c'est justement ce dosage que le mot veut exprimer, ou la complexion, ou si on veut parler grec, l'idiosyncrasie, mais c'est toujours le même sens. Ces qualités élémentaires, qui sont résumées dans le numéro 1 de l'exemplier, se combinent 2 à 2, chaud et sec, chaud et humide, froid et sec, froid et humide, dans les 4 humeurs qui gouvernent notre corps, le feu est chaud et sec, etc. On distingue en effet dans la masse sanguine, dans ce qu'on appelle vulgairement le sang, qui est la masse sanguine, les 4 humeurs. Le sang proprement dit, la bile ou colère, la mélancolie ou atrabile, et le flegme ou pitute. Le sang est chaud et humide comme l'air, suivez sur le petit schéma, la bile est chaude et sèche comme le feu, la mélancolie est froide et sèche comme la terre, le flegme est froid et humide comme l'eau. Retenons bien cette notion de flegme dont on aura besoin. Froid et humide comme l'eau. Alors la complexion qui résulte du mélange de ces 4 humeurs peut être exactement tempérée, en ce sens qu'aucune de ces humeurs ne domine, qu'elles sont entre elles dans un parfait équilibre, mais c'est extrêmement rare. Le plus souvent, la complexion est intempérée, en ceci qu'elle comporte 1 ou 2 humeurs dominantes. De là vient qu'il existe 4 tempéraments intempérés simples, où domine une seule des 4 humeurs, et 4 tempéraments intempérés composés, où dominent 2 de ces humeurs, l'une d'entre elles étant la dominante et l'autre la subordonnée. Comme dit encore Nicolas Abraham de la Framboisière, de la variété des complexions dépend la variété des humeurs. Car c'est une chose assurée que notre tempérament fait toujours ses humeurs pareilles à soi. En ce sens, on peut appeler naturelle la complexion qui est celle de chacun de nous à sa naissance et qui ainsi définit chacun de nous. Alors, regardons maintenant le Gargantua après ce rappel de notions très sommaires, mais indispensables à avoir en tête précisément. La complexion de Gargantua est clairement indiquée dans le livre 2 fois. D'abord au chapitre 7, qui décrit la petite enfance du géant. Rabelais écrit « Il se conchiait à toute heure
car il était merveilleusement phlegmatique des fesses, tant de sa complexion naturelle que de la disposition accidentale qui lui était advenue par trop humé de purée septembrale. Alors cette distinction de la complexion naturelle et de la disposition accidentale est à noter. Étant intempéré, le tempérament de Gargantua devait être rectifié, corrigé, comme on disait, par un régime approprié. C'est le contraire que l'on constate. La purée septembrale est certes, comme disent les notes des éditions, du vin, mais pas n'importe quel vin, du mou ou du vin nouveau, et qui n'a pas encore mûri, et qui contient plus d'eau que de vin. C'est cela, la purée septembrale, c'est pas du vin tout court. Ce n'est pas bon pour un phlegmatique naturel. Au reste, Gargantua a bien les caractéristiques du phlegmatique. Voyez son portrait par Ambroise Paré, c'est le texte numéro 2, ou par Laframboisière, le texte numéro 3. Selon Laframboisière, dans les lignes 2 au début, il vous dit bien que les phlegmatiques ont la face bouffie et toute la masse du corps grosse et grasse, ce qui est bien le cas de Gargantua avec ses 18 mentons, double menton. La méconnaissance de ces données est parfois si grande qu'un commentateur d'une édition moderne que vous avez peut-être entre les mains ne craint pas de dire que Gargantua, alors je cite exactement, se conchit abondamment, signe d'une heureuse complexion naturelle, les constipés ne sauraient être de vrais pentagruélistes, ils sont toujours tristes. On ne peut pas dire plus de sottises en 3 mots. Hein. C'est stupide, absolument stupide. Il faudrait en conclure naturellement que si vous n'avez pas la diarrhée, vous n'êtes pas pentagruéliste, vous imaginez les conséquences. Bon. Alors, la deuxième occurrence du terme de phlegmatique se trouve au chapitre 21, précisément. Et parce qu'il était naturellement phlegmatique, commençait son repas par quelques douzaines de jambons, de langue de bœuf fumée, de boutarde, d'andouilles et de tels autres avant-coureurs de vin. C'est un passage plus complexe que ce qui précède. Il faut au phlegmatique froid et humide des viandes chaudes et sèches, comme le dit très bien Laframboisière dans le texte que vous avez sous les yeux, à la ligne 18. Pour le regard des viandes, les chaudes et sèches sont propres, lui conviennent parfaitement. Bien. C'est bien le cas de celle dont se nourrit Gargantua. Seulement, il en abuse. Il s'en remplit, excitant même sa soif par l'excès de sel et l'usage de moutarde. Et ces avant-coureurs de vin, comme dit très bien Rabelais, ne font que le faire boire, ce qu'il faudrait éviter. Il ajoute encore à l'humidité de son corps. Le médecin Michel Lelon, qui au XVIIe siècle commente le régime de Salerne, celui dont je vous parlais tout à l'heure, écrit presque dans les mêmes termes, selon le sentiment des ivrognes, les langues de bœuf parfumées emportent la palme, car ce sont d'excellentes allumettes à vin, avant-coureurs de vin, allumettes à vin, ou encore les boudins, saucisses, cervelas, andouilles sont toutes machines de gueule et allumettes à vin, autant ingrates à tout le corps que gracieuses à l'âme. C'est très bon, mais ça vous fait du mal. Alors, le chapitre 21, auquel appartiennent les lignes que j'analyse, relate l'institution de Gargantua selon la discipline de ses précepteurs sophistes. Regardez bien que le lien causal indiqué et parce qu'il était naturellement phlegmatique, et parce que montre que ses précepteurs observent des règles diététiques. Ils savent qu'il faut corriger le tempérament phlegmatique par des aliments chauds et secs, mais ils ne savent pas mettre ces principes en pratique. Rabelais, dans l'ensemble de l'épisode, n'oppose pas une éducation sans règles et une éducation réglée, comme on le lit très souvent. Les anciens maîtres de Gargantua ne sont pas des gens mal intentionnés ou inattentifs, mais des gens incompétents, qui ont de bons principes et les connaissent, mais qui les pervertissent en les appliquant mal. Alors, à la lumière de cette remarque, comparons les deux régimes de Gargantua en commençant par le temps du sommeil et l'heure du lever. Selon ses anciens précepteurs, Gargantua, page 193 de l'édition de Mireille Huchon, Gargantua s'éveillait entre 8 et 9 heures. Sous Ponocrates, il s'éveille environ 4 heures du matin. Alors imaginez ce que peuvent raconter sur ce passage les gens qui ne connaissent pas la diététique. Dans ce changement, un principe d'éducation qu'énonce le titre du chapitre 23. Il ne perdait heure du jour, page 219. Mais remarquons que les anciens précepteurs avaient le même souci. Gargantua faisait alors une toilette sommaire, car, page 195,
Ses précepteurs disaient que soit autrement peigner, laver et nettoyer était perdre temps en ce monde. Ce principe demeure, mais il est maintenant accordé à des considérations diététiques. Selon le régime de Salerne, sex oris dormire sat est, juveni senique, septem vix pigro, nulli concedimus octo. Laissez-moi traduire, ça sera peut-être utile. Dormir 6 heures suffit aux jeunes comme aux vieux. Aux paresseux, nous accordons avec réticence 7 heures, mais à personne 8. Cette règle s'impose particulièrement aux phlegmatiques. Selon la Framboisière, voyez les lignes 46-48, le dormir excessif leur nuit fort, car il rend le corps pesant et retient, ça c'est très important, et retient les excréments au-dedans. Il suffira de dormir la nuit 6 ou 7 heures sans dormir aucunement de jour. Or, Gargantua, au temps de l'ancienne éducation, fait en outre une sieste de 2 ou 3 heures, page 215. Pourtant, la sieste, déconseillée à tout le monde par le régime de Salerne, est particulièrement nuisible aux phlegmatiques, d'autant qu'à son réveil, Gargantua boit du vin frais, c'est-à-dire ajoute au flegme qui, pendant le sommeil, s'est accumulé en lui. Il fait tout de travers. Alors, au matin, à son lever, Gargantua, au temps de l'ancienne éducation, fait quelques mouvements dans son lit, s'habille, se peigne sommairement, procède à une abondante évacuation, c'est là qu'il se conchit, etc., ce qui faisait rêver mon collègue. Puis, il prend un petit déjeuner fait de fritures, de grillades, de jambon et de soupe grasse. Sous Ponocrates, on le frictionne, on le coiffe et on l'habille. Nulle mention d'un petit déjeuner, il n'y en a pas. Alors, 2 points à noter. La friction d'abord et la question du petit déjeuner. La friction. Page 221, cependant qu'on le frottait. La friction tient une place considérable dans la diététique de la Renaissance, comme d'ailleurs dans la diététique du temps de Galien. C'est très ancien. Le matin, on ne se lave pas dans une bassine d'eau. Le matin, on se lave avec une relavotte trempée dans l'eau et on détache du corps tous les excréments, comme il disait, c'est-à-dire toutes les saletés, les souillures de la nuit, tout ce qui rend la peau désagréable. Alors, la friction a pour fonction de dilater les pores et de faciliter l'évacuation de la sueur et de la crasse, comme on disait à l'époque, accumulée pendant le sommeil. Elle est particulièrement recommandée aux phlegmatiques. C'est à leur propos que la Framboisière note, ligne 44-45, qu'il est bon de se bien peigner le matin et frotter la tête, le col, les bras et les cuisses. C'est ça le centre. La toilette du matin, c'est d'abord cette friction. Au reste, elle fait partie intégrante de l'exercice. Vous frictionnez, vous faites des mouvements d'exercice en plein air autant que possible, et vous vous frictionnez à nouveau pour corriger, réparer les nouvelles saletés qui auraient pu sortir à la suite de l'exercice. Notons qu'au chapitre 24 du Gargantua, il est dit que le géant et ses compagnons, en lieu d'exercitation, c'est pendant le temps pluvieux, demeuraient en la maison et par manière d'apothérapie s'ébattaient à botteler du foin, à fendre et scier du bois et à battre les gerbes en la grange. Alors ce terme rare d'apothérapie a échappé à tous les commentateurs depuis le XVIIIe siècle. Certains vous disent qu'il vient de Galien, mais apparemment ils n'ont pas relu Galien, car ils disent des sottises à cette occasion. Il y en a un qui dit des choses justes, c'est la Framboisière, dans ce passage qui résume tout, mais vous ne l'avez pas sous les yeux, c'est dans une autre page. La friction qu'on donne à l'entrée de l'exercice est appelée préparatoire, et celle qui se fait à la fin, qui est la dernière partie de l'exercice, dûment accompli, récuratoire, des Grecs apothérapia. Alors, je vous ai donné en effet le passage de Galien, qui est le point de départ de toute cette réflexion. Vous le trouverez sous le numéro 3 de votre exemplier. Omnis exercitationis, probe peracte postrema pars, apotherapia dicitur. C'est ce passage exactement que traduit la Framboisière, puisqu'il dit « celle qui se fait à la fin, qui est la dernière partie de l'exercice dûment accompli, récuratoire ». Donc l'apothérapie, c'est cela, et non pas ce que vous lisez dans les notes. Quant au petit déjeuner, on ne peut mieux faire que de citer ces lignes de Michel Lelon, commentant le régime de l'école de Salerne. Pour moi, je ne puis que je ne syndique la mode. Alors syndiquer au XVIe siècle n'a pas tout à fait le sens d'aujourd'hui. Ça signifie critiquer.
Alors, pour moi, je ne puis que je ne syndique la mode, je ne peux pas m'empêcher de critiquer la mode de ceux qui font le saut du lit à la table, n'ayant à peine loisir de s'éveiller pour farcir leur ventre, tout impur encore des flegmes qui, durant la nuit, y ont croupi. Je trouve bon seulement en été de prendre quelques légères nourritures, supposez un bouillon, un œuf frais mollet ou quelques croûtes de pain et 2 doigts de vin, pour obvier et subvenir à la dépilité que plusieurs sentent en se levant durant les grandes chaleurs. Voilà à quoi peut se résumer un petit déjeuner, presque rien, vous voyez. Le petit déjeuner de Gargantua est tout autre et ne peut qu'être nuisible à un corps déjà plein de flegmes qui vont y croupir encore davantage. Je remarque une fois encore que l'éducation des anciens précepteurs n'est pas sans principe. Il est dit, et il faut être attentif à ces liens causaux qui sont marqués dans le texte, Gargantua se vautre dans son lit pour mieux ébaudir les esprits animaux. Page 195. Il déjeune pour abattre la rosée et mauvais air. Page 195 encore. Ce sont de bons principes, mais mal appliqués. C'est par un véritable exercice qu'il devrait fortifier ses esprits animaux et combattre les effets de l'air du matin. Alors, on pourrait faire des analyses comparables en ce qui regarde les repas. Arrêtons-nous au moins au temps qui les suit. Sous ses anciens régents, Gargantua, après le repas, se lavait les mains de vin frais, s'écurait les dents avec un pied de porc. Sous Ponocrates, ça c'est à la page 201 de l'édition Mireille Huchon. Sous Ponocrates, il se cure les dents avec un tronc ou un trou de lentisque, se lave les mains et les yeux de belle eau fraîche. Une fois de plus, les anciens précepteurs ont des principes d'hygiène, mais mal compris. Selon Michel Lelong, après le repas, on se sert d'eau fraîche au lavement des mains pour repousser, et ça c'est très important, pour repousser au-dedans la chaleur en faveur de la digestion. Au fond, l'eau fraîche permet de refroidir la surface du corps et la chaleur reflue à l'intérieur du corps où elle est nécessaire à la digestion. Celle-ci se fait moins louablement quand on se lave les mains d'eau chaude après le repas, dit-il, d'où s'engendrent des vers aux intestins, selon Avicenne. Vous ferez l'expérience. Le vin blanc est certes le moins chaud des vins, mais il est plus chaud que l'eau fraîche et a au moins les effets de l'eau chaude. Pour ce qui est de se curer les dents, c'est encore une bonne pratique, mais non pas avec un pied de porc. On doit, écrit la Framboisière, page 108, être soigneux de tenir les dents bien nettes après le repas, et pour ce, les cure-dents de lentisque, c'est celui qu'utilise Gargantua, désormais, de meurs, de romarin, de cyprès et d'autres bois qui ont quelques astrictions, sont très propres. Je vous ai cité un dictionnaire pharmaceutique sous le numéro 4, qui est très clair, à l'article lentisque. Son bois, duquel on fait des cure-dents merveilleux, sert aussi pour nettoyer les dents, et pour fortifier les gencives, et par ce moyen rendre la laine plus agréable. C'est depuis Galien que le lentisque est recommandé comme source de cure-dents. Et Gargantua, avec les nouveaux précepteurs, ne manque pas d'utiliser en effet des lentisques. Alors, je note encore que désormais, Gargantua, le soir, ne va plus, comme on disait à la page 217, voir les garces d'entour. Ça peut être les jeunes filles d'alentour, mais enfin, s'il va les voir le soir, on peut se demander quoi faire. Ça, c'est de toute façon mauvais pour un phlegmatique, car, vous dit la Framboisière, là encore, à la ligne 49, le fréquent usage de Vénus leur est nocif. Alors, tous les soirs, ça fait beaucoup. Alors, il est maintenant possible de comprendre pourquoi, dans l'éducation dirigée par Ponocrates, un chapitre entier raconte comment Gargantua employait le temps quand l'air était pluvieux. Froid et humide, le phlegmatique Gargantua doit particulièrement craindre un tel temps. C'est le plus mauvais pour lui. Comme l'écrit la Framboisière, ligne 15, si le temps est froid et humide, il faut demeurer en la maison auprès d'un bon feu. L'ancienne éducation ignore cette sorte de considération, même si par principe elle dit le contraire, ce que le récit souligne plaisamment. On lit à la page 195, « Il s'habillait selon la saison, mais volontiers portait-il une grande et longue robe de grosses frises fourrées de renard. » On s'habille selon la saison, mais on ne change pas de vêtements, c'est toujours un vêtement horriblement chaud que l'on met sur soi. Le principe est bon pour un être de tempérament froid, d'user de vêtements chauds, mais encore faut-il le faire vraiment selon la saison et avec mesure, car la chaleur excessive de la périphérie fait refluer le froid dans le corps et entretient
et l'y entretient au lieu de le dissiper. Écoutez encore la Framboisière, ligne 11 et suivant. Les flegmatiques ont besoin d'une manière de vivre chaude et sèche, toutefois modérément, parce que le trop chaud, fondant les humeurs du cerveau, les fait découler partout, ainsi que le froid en les pressant. Alors, pour revenir au temps plus vieux, la nouvelle éducation en tient compte, aussi en matière alimentaire, préférant alors des viandes plus dessicatives et exténuantes, c'est-à-dire des aliments qui dessèchent davantage, dessicatifs, et sont exténuants ou atténuants, c'est-à-dire moins nourrissants. Cela pour contrecarrer l'intempérie humide de l'air, communiquée au corps par nécessaire confluité, terme très important dans la discipline médicale. Confluité que les éditions traduisent à défaut de mieux par voisinage, dit bien davantage. Il comporte l'idée que d'une frontière commune au corps et à son milieu. La peau est cette frontière commune entre le corps et son milieu. La peau tient une énorme place dans la physiologie ancienne, à la fois comme révélateur de l'état du corps et en même temps comme zone de contact avec le monde extérieur. Alors, comme dit la Framboisière, tel est l'air, tels sont nos esprits, nos humeurs et nos membres. Ces viandes plus dessicatives et exténuantes sont les aliments qui conviennent au corps gras, massif, chargé de flemme et crudité, je cite encore la Framboisière, même si de tels corps ont eux aussi besoin de se nourrir et ne sauraient toujours se contenter de tels aliments. On applique donc cette règle quand le temps leur est exactement contraire, le temps pluvieux. Le rôle de la diététique, dans le cas des tempéraments intempérés, est de corriger. C'est le mot classique que Rabelais ne manque pas d'employer, page 243, deuxième ligne. Cela étant, pourquoi Rabelais a-t-il choisi de faire de Gargantua un flegmatique ? Il faut s'y arrêter. C'est en effet, avec tout ce que je viens de vous dire, vous le comprenez, le cas le plus difficile, puisque de tous les tempéraments, il est celui qui est le plus rebelle à l'activité intellectuelle, comme tous les auteurs s'accordent à le dire. Selon la Framboisière, les flegmatiques, ce sont les lignes 4 et 5 du texte que vous avez sous les yeux. Les flegmatiques ont l'esprit lourd, grossier et stupide, de sorte qu'ils sont lâches, paresseux, fainéants, pesants, tardifs aux actions, craintifs, pusillanimes, endormis. Vous voyez, Ponocrates, c'est du travail. Et du texte numéro 5, très beau passage, d'un médecin de la fin du XVIe siècle, André du Laurent, il renchérit avec une formule frappante, que je vous lis. Les flegmatiques sont ordinairement stupides et lourds, ont le jugement tardif et toutes les puissances nobles de l'âme comme endormis, parce que la substance de leur cerveau est trop crasse et les esprits qui s'y engendrent trop grossiers. Ceux-là ne sont point propres aux grandes charges, ni capables de belles sciences, il ne leur faut qu'un lit et une marmite. Voilà. Alors, voilà la sorte de personnage sur qui Rabelais entreprend de montrer l'efficacité de la nouvelle éducation. On a pris le cas le plus difficile. Et cette nouvelle éducation sera de faire de lui à la fois un docte et un prince. Et c'est ce flegmatique bien éduqué qui viendra à bout de Picrocole, le bilieux, personnage qui, du point de vue médical, mériterait lui aussi une étude, d'autant que son nom même l'y dispose. Dans les notes, souvent on vous dit d'où vient le mot picros, coller, etc. Mais on oublie de dire que chez Galien, c'est le mot habituel pour désigner le bilieux, que le mot existe déjà en grec, en composition, terme employé par Galien, et de là transposé en français. Pour ne pas s'enfermer dans ces 4 chapitres, ce que je viens de faire pour l'instant, un mot, et j'aurai terminé avec cela, sur un célèbre terme du prologue, mot qu'on croit comprendre, mais qui recèle un sens bien plus riche qu'on ne le pense. La substantifique moelle, le mot de substantifique. Création de Rabelais prétendent tous les annotateurs, dont certains n'ont pas manqué d'y voir un doublé malicieusement pompeux et peut-être ironique de substantiel. Or, qui s'est avisé de lire cette formule dans son contexte que Rabelais ne cache pas du tout, rompre l'os et sucer la substantifique moelle, et de le rapporter à la physiologie de la moelle telle que l'entend communément l'anatomie et la physiologie de la moelle, telle que l'entend communément la médecine de la Renaissance. Je vous ai donné 2 passages de Galien, les 2 auxquels Rabelais renvoie, sous le numéro 7. Le premier dit « Ce que le sang est à la chair, la moelle l'est à l'os. Le sang nourrit la chair comme la moelle nourrit l'os. » Et d'autre part, l'autre texte dit « La moelle est le propre aliment des os. »
Alors, si vous partez de cette idée, substantifique, c'est clair. Substantifique ne signifie pas substantiel, comme disent toutes les notes en général, sauf Scrooge qui a un doute sans arriver à résoudre le problème. Substantifique veut dire producteur de substance, qui crée de la substance. La moelle est productrice de la substance de l'os. Voilà le sens propre. Tout cela est d'autant plus saisissant au XVIe siècle que le mot est employé dans d'autres contextes, des contextes théologiques en particulier, où le grec ousiopoios, qui veut dire fabricant de substance, est traduit par substantificus. Et on le trouve en particulier dans les lettres de Brissonnet à Marguerite de Navarre en 1521. Toutes ces choses ont été résumées par Romain Ménini dans son Rabelais altérateur, page 966, qui cite 2 occurrences dans des textes médicaux en ajoutant « ce ne sont sûrement pas les seules occurrences dans le domaine de la médecine ». Alors j'ai plaisir à vous signaler aujourd'hui une occurrence que je viens de trouver, sous la plume d'un médecin, Jean Falcon. Vous en trouverez le passage à la page 3 de l'exemplier. Jean Falcon était doyen de la faculté de médecine de Montpellier au temps où Rabelais il faisait ses études. C'est assez extraordinaire. Et on publie les annotations qu'il a faites sur le grand livre de chirurgie commenté entièrement à la faculté de médecine de Montpellier, qui est la chirurgie de Guy de Chauliac. Je vous ai donné la page de titre de la première édition, au bas de la page. Tu n'as pas d'exemplier? Pas eu d'exemplier. Oh, ils t'ont privé. Hein. Je vais essayer d'en voler un. Il faut que tu le vois, ça. Bon, je te donnerai le mien après. Vous avez la page de titre, les notables déclaratifs sur le guidon. Alors, ce n'est pas un volume sur la bicyclette. Hein. Notable sur le guidon, c'est Guy de Chauliac, qu'on appelait habituellement, de façon familière, le guidon, auteur de ce manuel de chirurgie utilisé pendant tout le Moyen-Âge et en particulier à la faculté de Montpellier. Jean Falcon a commenté ce guidon. On a plusieurs éditions au XVIe et encore au XVIIe siècle. Ça a été vraiment le grand commentaire. Et si vous regardez la page dont je vous ai donné une reproduction, à la fin, l'avant-dernière ligne, vous lirez « pour complexion substantifique ». Vous le voyez? Vous n'avez pas d'exemplier, mon pauvre. Hein. Et pour faire bonne mesure, 4 lignes avant la fin, vous aurez même l'adverbe « complexion substantifiquement ». Donc, un texte de 1515, vous voyez, j'ai reculé l'attestation de ce texte de 6 ans par rapport au Trésor de la langue française. J'en suis très fier. J'arrête là-dessus. C'est fini, c'est fini.